Voilà, bonjour à nouveau, donc je suis Jean-Brice Thivan de la formation ADC de naturopathie. Nous allons aborder la question des médecines alternatives ont-elles un avenir, partie 2. Alors, dans la dernière vidéo, vous avez vu que l'approche causaliste de la maladie était ce qui différenciait le naturopathe du naturothérapeute. Mais la différence ne s'arrête pas là. Un naturothérapeute, qui est spécialiste donc d'une technique de santé particulière, ça peut être par exemple un réflexologue, un phytothérapeute, un acupuncteur, etc., partira de sa technique pour traiter un symptôme de la même manière chez tous ses patients. Par exemple, il vous proposera toujours la même plante, le même élixir, la même technique manuelle pour traiter un symptôme X. Un même bain en hydrothérapie par exemple, le même remède homéopathique, sauf dans l'homéopathie holistique, par exemple, pour une maladie X ou Y. Par exemple, ça peut être toujours utiliser le même oligo-élément ou le zinc pour soulager un problème de peau, etc. Le naturopathe, lui, ne part pas de la technique, mais du patient. Il va essayer de comprendre quel est son niveau de surcharge toxinique, son tempérament, son niveau de vitalité, ses besoins, ses capacités réactionnelles et aussi son histoire de vie avec l'ensemble de ses stress majeurs programmants de son enfance, de son adolescence et de ce qu'il vit aujourd'hui aussi. Tout ça sont autant d'informations qui vont orienter le choix de la technique et des soins avec l'intensité et leur durée, c'est-à-dire quelle cure va être mise en place en fonction des besoins de cette personne. Par exemple, un sujet sanguin survital plongé dans un bain à 10 degrés après un sauna aura des réactions glandulaires qui pourront s'avérer salutaires pour lui. Alors que ce même bain froid sera épuisant, voire dévitalisant pour un sujet rétracté, nerveux, sous-vital. Ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour tous. D'où l'importance de réaliser ce que l'on appelle un bilan de vitalité préalable, indispensable à la mise en place d'un programme d'hygiène vitale personnalisé. Quelle que soit la technique de soins naturels que vous utilisez, sachez que ce n'est pas elle qui guérit directement. La technique ne fait que stimuler votre organisme, apporter un élément essentiel ou encore replacer un organe quand c'est une technique de manipulation. Mais en définitive, c'est toujours le corps, votre médecin intérieur, votre énergie vitale, qui choisit ou non de réagir ou d'utiliser la molécule que vous lui apportez, ou la technique, ou le stress. Sans cette énergie de vie qui nous anime, pas de guérison possible. C'est ce qu'on appelle le principe vitaliste. Une passe magnétique, un enveloppement d'argile, l'application d'une crème, l'utilisation d'une plante ne permettront pas la cicatrisation d'une plaie sur un cadavre. Que cette crème soit à base de molécules de synthèse de zinc ou d'huile essentielle, le résultat sera le même. La cicatrisation est une manifestation de notre énergie vitale, de notre processus d'auto-guérison. C'est un fabuleux processus réparateur qui nous appartient de respecter. Aucune crème, aucun enveloppement, aucune molécule, aucune vitamine, aucune passe magnétique n'a jamais guéri personne. C'est toujours le corps qui s'auto-guérit, mais cela ne veut pas dire qu'une de ces techniques, bien utilisée dans le cas d'une cure bien ajustée, ne pourra pas aider la personne à faire son travail, au corps, de faire son travail de réparation. Toute la problématique, c'est de retrouver la foi dans nos capacités d'auto-guérison et surtout de savoir replacer notre organisme dans les conditions qui vont favoriser ce processus d'auto-guérison. Alors, à la question « Les médecines naturelles ont-elles un avenir ?» je répondrai par l'affirmative, mais en posant les conditions suivantes. Ces médecines alternatives auront un avenir à condition que les praticiens qui utilisent ces médecines douces ou naturelles, alternatives entre guillemets, doivent être conscients des limites de leur pratique et par conséquent reconnaître la nécessaire complémentarité d'action avec leurs confrères utilisant d'autres techniques. La complémentarité avec la médecine allopathique sera elle aussi importante, en particulier dans les situations d'urgence. Chaque soin doit être ensuite réalisé non pas pour supprimer un symptôme, mais surtout pour rééquilibrer l'ensemble des fonctions physiques, psycho-émotionnelles, c'est-à-dire d'avoir une approche personnalisée et holistique, c'est-à-dire qui tienne compte de la globalité de l'individu, et d'autre part tenir compte de l'individualisation des soins qui prennent en compte la vitalité et les besoins de chacun. Si une cure, par exemple, de jus de légumes peut être salutaire pour certains d'entre nous, elle peut avoir des effets dévitalisants désastreux pour d'autres en lessivant la flore intestinale, par exemple, chez des personnes fragiles au niveau intestinal ou de tempérament très rétracté, par exemple.
Si vous ne remplissez pas ces conditions, alors que vous n'ayez pas conscience de vos limites, de la nécessité de complémentarité, d'avoir une approche vitaliste, causaliste, etc., alors vous n'êtes pas réellement dans une médecine holistique, dite naturopathique, et les médecines alternatives, à ce moment-là, resteront au rang de sous-médecine. C'est le risque. Les praticiens alternatifs assureront un vrai rôle de thérapeute au sens essénien du terme, celui qui prend soin de l'être dans sa globalité, à condition qu'ils sortent de leur rôle de simple soignant, c'est-à-dire simplement intervenir sur un symptôme, et qu'ils participent surtout à l'éveil des potentialités de leurs patients. Redonner au patient la responsabilité de sa guérison et l'impliquer dans cette guérison. La naturopathie ne doit pas chercher sa reconnaissance auprès des médecins, car leur formation allopathique ne leur permet pas d'accéder à la philosophie vitaliste, qui est le fondement des médecines alternatives. La naturopathie et toutes les autres médecines alternatives doivent justement apporter ce que la médecine a oublié, d'apporter de plus fondamental. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est Hippocrate, le père de cette médecine, qui a édicté comme loi dans son fameux serment, il y a déjà 2400 ans, les 4 principes suivants. Et c'est ça que nous ne devons pas oublier. Alors ces 4 principes sont les suivants. D'abord, ne pas nuire, primum non nocere, c'est-à-dire ne rien prescrire qui pourrait avoir des effets secondaires désastreux. Petit bémol, quand on utilise par exemple en cas d'urgence certaines techniques de l'allopathie, on est obligé parfois d'avoir des petits effets secondaires et c'est uniquement en cas de survie extrême qu'on pourra avoir des effets secondaires. Mais la plupart des traitements ne devraient pas amener d'effets secondaires. Deuxième principe édicté par Hippocrate, face à la maladie, cherche la cause, puis supprime-la. Mais cherche ensuite la cause de la cause et supprime-la, et cherche enfin la cause de la cause et supprime-la. Cela signifie que les causes de la maladie sont à rechercher d'abord dans la dimension physique du corps, dans la digestion par exemple, puis dans sa dimension psycho-émotionnelle, la cause de la cause, et enfin dans sa dimension spirituelle, la cause de la cause de la cause. Le patient ne peut donc être réduit à un simple organe malade et doit être considéré dans sa multidimensionnalité, c'est-à-dire d'avoir cette vision holistique de l'être. Troisième principe, que ton aliment soit ton médicament. Attention, j'entends souvent dire que ton aliment soit ton seul médicament, c'est faux. Hippocrate utilisait de nombreuses techniques et pas seulement l'alimentation. Hippocrate souligne l'importance primordiale en tout cas de l'alimentation, que ce soit dans un cadre d'hygiène de vie préventive ou curative. Quatrième principe très important, je conserverai ma vie pure et sainte aussi bien que mon art. Ou médecin, soigne-toi d'abord. Le praticien doit rester un exemple qui doit inspirer son patient par la qualité de son mode de vie. Ce n'est hélas pas du tout le cas, et même des praticiens soi-disant de médecine alternative naturelle n'appliquent pas leurs propres principes et du moins n'ont pas une vision globale suffisante, donc ils ne sont pas toujours crédibles. Toutes les médecines traditionnelles dans le monde, que ce soit l'Ayurveda, la médecine chinoise, la médecine tibétaine, maya, indienne du Nord, américaine, hygiéniste, etc., ont 4 points communs importants que l'on ne saurait ignorer aujourd'hui. Ces 4 points sont les suivants. 1. Le respect de la force vitale autoguérisseuse. Toutes les solutions sont en nous, à nous de les stimuler correctement et les accompagner. 2. Une conception de l'homme total, concept holistique. On ne se contente pas de soigner un plan, soit le plan physique, énergétique ou émotionnel ou spirituel. On travaille dans les 4 champs en même temps. 3. La non-iatrogénie, pas d'effet secondaire des traitements. L'objectif, c'est de travailler sans avoir d'effets pathologiques ajoutés. Et 4.